Bon, nous sommes ici donc pour évoquer la carrière et un très beau livre à propos de Yéphane de Villiers, qui est un artiste que nous connaissons depuis des lunes. Et donc, nous allons nous vous voyez, mais nous nous connaissons tous. Mais voilà, pour la facilité de la réception, voilà. Et je vais, bon, ce livre, Yéphane, c'est un peu pour tes 80 ans, et c'est aussi un bilan avec des photos de Jean-Dominique Burton, qui est Oui, ton complice depuis toujours, depuis toujours. et qui a fait des photos magnifiques. Qu'est-ce que tu penses de ce livre? Et est-ce que c'était bienvenu d'avoir un bilan maintenant, alors que tu as Alors, je ne sais encore pas, l'avenir devant toi? oui, je ne sais pas Pas si on peut devant vous. vraiment parler d'un bilan. Est-ce qu'on fait un bilan? On fait un jour une analyse de son existence et de toutes les personnes qui ont été rencontrées et qui ont été fondamentales pour la possibilité non seulement d'un travail, d'un voyage intérieur, Ah, mais d'un livre. Et ce livre, grâce à Jean-Dominique et à vous-même, est une merveille de symboles, de rencontres, de ces rencontres qui ont été pour moi essentielles dans mon existence. C'est aussi le moment où on peut se poser la question: qu'as-tu fait de ta vie? Et il est impensable de ne pas remonter à un temps particulièrement extraordinaire qui était l'enfance. Est-ce que les choses ne se mettent pas en place, peut-être, entre l'âge de 12 et de 14 ans? Il est probable qu'à cette époque-là, j'étais d'une santé fragile et que la solitude était présente. Une solitude dans un jardin merveilleux à Versailles, chez ma grand-mère maternelle, avec un grand arbre. avec un grand arbre. Oui, un grand arbre auquel je pouvais souvent parler quand on ouvrait la fenêtre. Il y avait une grande baie et je disais à cette grand-mère: mais voilà mon ami, il m'écoute, il m'aide, il me regarde. Alors évidemment, le jour où le médecin a bien voulu que je puisse aller faire un tour dans ce jardin, prendre l'air, sortir, j'ai été lui parler. Non seulement j'ai été lui parler, mais j'ai décidé de tirer, ce qui était énorme, un piano droit sur la terrasse, en me disant: il faut que je lui fasse un cadeau, il faut que je le remercie. Quelque part, cet arbre m'a sauvé. Et je lui ai improvisé un très court morceau de piano. C'est la seule fois de ma vie que j'ai joué du piano. La musique était présente, une musique qui était probablement liée aux musiques qu'il m'avait données en agitant ses branches avec le vent. Et c'était mon seul réconfort. Alors plus tard, beaucoup plus tard, la vie vous embarque dans des aventures étranges, les écoles, les collèges difficiles, auxquels j'avais des problèmes, dans lesquels j'avais des problèmes, je n'arrivais pas à m'adapter, des systèmes. Il fallait que je trouve une autre formule d'existence. Alors ma première révolte contre tout ce système a été assez étrange et consistait à prendre des coquilles d'œufs, à les remplir de couleurs différentes, des gouaches avec beaucoup d'eau, et de les jeter par la fenêtre du 4e étage sur des grands papiers noirs qui étaient sur le trottoir. Ça se passait à Paris. Alors vous voyez un petit peu le résultat Ouais. sur les automobiles et sur les passants. C'était avant d'aller à Londres, ça. C'était avant d'aller à Londres. Et puis alors il est arrivé un moment fondamental que j'ai partagé avec un frère, mon frère Hubert, qui nous a quittés il y a quelques années, la découverte inouïe de la reconstitution d'ateliers de Constantin Brancusi au Musée d'Art moderne. Et cette rencontre a été un choc fantastique, à tel point que nous allions tous les dimanches, après-midi, nous asseoir et observer le travail de Brancusi. Alors il y avait aussi Zadkine, il y avait Germaine Richier, Ouais. la Montre religieuse, il y avait le Christ de Zadkine, il y avait Giacometti. Et je crois que ce moment a été fondamental, à tel point qu'au bout de quelques semaines, ben mon Dieu, j'ai été acheter du plâtre et du fil de fer. Et les premières sculptures ont apparu. Pourtant, l'atelier de Brancusi n'était qu'une reconstitution. C'était une reconstitution, il était mort quelques années plus Ouais, tôt. ouais. Mais l'étonnement, et c'est à ça que je veux en dire, cet étonnement qui est fondamental,
qu'on a peut-être oublié aujourd'hui, parce que tout vous est apporté dans des systèmes, dans des machines, sur des écrans. L'étonnement devant quelque objet que ce soit, l'étonnement devant cet homme qui avait marché de Roumanie jusqu'à Paris pour pouvoir faire sa sculpture. Alors, est-ce qu'il y a une prédestination? C'est la question que je me pose à travers ce livre, aujourd'hui. Et même, mon épouse Fafi a choisi quelques petites pièces blanches de cette période-là, Paris et Londres, qui sont illustrées à la fin du livre. Mais au fond, tout était déjà là. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, si vous avez vraiment quelque chose à dire, sans aucune prétention, trouver le moyen de le dire? Et le moyen de le dire, c'est d'abord passer par une étape qui a pris 10 ans, qui était cette étape par le plâtre, à Paris et à Londres, jusqu'au jour, et on en parlera peut-être tout à l'heure, où la forêt de Soignes a déclenché cette nouvelle aventure. Et là, vous vous êtes rencontrés très vite. Oui, on s'est rencontrés en 86, en fait. Je faisais un travail qui s'appelait Épreuve d'artiste. Et Yéphane de Villiers m'a convié au musée d'art moderne. Du temps, on en avait encore un, où cette pièce était magnifiquement montrée. Et la première réaction que j'ai eue, j'ai dit, mais avez-vous déjà été au Tibet? Et il m'a regardé d'un air un peu bizarre. J'ai dit, mais votre écriture, moi je ressens exactement la même force, le même libellé, c'est extraordinaire. Et depuis, ça a été, à travers tous les autres voyages que j'ai faits, je retrouvais chaque fois Yéphane à toutes les croisées de chemin, parce que pour moi, il fait partie du monde du rituel, du sacré, et du monde animiste aussi, parce qu'il a encore ce regard du côté sacré sur tout élément de la nature. Et aujourd'hui, son message est encore plus pointu, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans ce questionnement-là. Ah ben oui. Et Arnaud, vous avez écrit une conversation avec Yéphane. Vous le connaissiez avant ou comment ça s'est passé? Alors, facilement, difficilement? il n'y a rien de difficile avec Yéphane, si ce n'est l'appréhension qu'on pourrait avoir soi avant de le rencontrer et de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, sachant que le silence, par essence, est déjà communicant. Les yeux, le regard, le dialogue des corps. Et donc la première personne qui intercède, c'est Françoise, sa femme, qui facilite tout. Et à partir de ce moment-là, il y a une invitation à se rencontrer et à dialoguer, à échanger. Et donc au fil du temps, des mois, des années, on se rend compte que, en fait, Yéphane est un être de connexion. C'est-à-dire qu'il y a autour de lui tout un champ de personnes, de constellations qu'il installe. Et ces étoiles, ou enfin ces personnes, commencent à vivre entre elles. Je connais Jean-Dominique davantage par Yéphane que Jean-Dominique en tant que tel. Je connais son travail photographique. Mais la personne, non. Mais par contre, j'en sais beaucoup par Yéphane, par les mots. Et donc, il y a une avalanche de prénoms, de noms, qui arrivent, et on comprend tout l'univers, enfin, les univers, parce qu'on n'est jamais résolu à un seul monde. On le voit bien dans le livre, qui est un réservoir de secrets. La conversation, c'est aussi un petit réservoir de choses qui ont été offertes. Et Yéphane introduisait avec son enfance, les possibilités de l'enfance, c'est quoi? C'est sa grand-mère aussi. Donc c'est évidemment lui qui interroge l'arbre, qui lui parle, mais c'est une possibilité donnée. Et donc tous ces cadeaux du monde, l'altérité, font que je me suis senti inclus en fait, et invité. Et donc c'était très facile. Mais alors, ce qui est faux, c'est que vous avez la gentillesse de parler de cette grand-mère. Et ce livre, évidemment, me rapproche encore plus d'elle, dans le sens où c'était une chance de pouvoir, par exemple, tous les soirs, trouver sur mon lit une enveloppe avec une feuille de papier pliée et un crayon. Et je pouvais le faire ou non, mais lui écrire un petit poème en alexandrin sur quelque chose que j'avais observé dans la journée.
Et le matin, j'avais une réponse qui était aussi un poème en alexandrin. Donc c'était un moment, évidemment, on parlait de l'observation tout à l'heure, qui me poussait tous les jours, où que je sois, ou dans cette chambre, souffrant, ou à l'extérieur, une observation sur quelque chose de nouveau qui permettait d'écrire ce petit texte. Et ces textes étaient tout simples, sur une abeille. Ils sur... sont conservés? Non, je n'ai plus rien, Ah malheureusement. Mais je crois qu'elle avait tout gardé. Tout était quelque part Ouais. dans une cachette, comme tu dis. Il y avait des lieux particuliers pour ces choses. Mais Et alors, là- c'était là, une, oui. une personne qui adorait la musique, et elle avait un gramophone, et on écoutait tous les jours quelque chose, à tel point qu'elle posait l'aiguille sur un disque au hasard, et elle me disait, ça, c'est quelle symphonie? Quelle symphonie? Tu reconnais quelle symphonie? Et alors, ce moment, j'étais baigné dans cette musique permanente, des mots et des instruments, et du vent, et je pense que quelque part, la mise en place de ce travail a commencé, tout Ah, doucement. Certainement, la poésie, la musique, Voilà, l'arbre, c'est ça. les secrets. Les secrets et une grande solitude et un grand silence, comme Oui. tu le disais tout à l'heure. Et donc, le travail que vous faites aujourd'hui, c'est aussi un peu un travail de secret. Parce qu'il y a des choses qui sont enfouies dans la terre et... Oui, c'est un travail de... C'est-à-dire que c'est un moment, c'est une succession de moments qui vous ramènent à la terre, fondamentale. Ouais. Des moments même très émouvants. Il y a un enfant l'autre jour, à la fin d'une exposition, dans un musée en Charente-Maritime, il y a une école, on le reçoit souvent, des petits enfants de 10-12 ans, même pas. Et alors l'institutrice, à un moment donné, a dit, voilà, mes enfants, on va arrêter la visite. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question? Alors il y a une petite fille au fond, toute timide, qui a levé la main comme ça, qui dit, oui, s'il vous plaît. Alors je dis, oui, mais je vous en prie, posez-moi votre question. Il y a eu un grand silence. Et puis elle me dit, monsieur, j'aimerais savoir si vous pleurez quand vous travaillez. Ce qui veut dire qu'il y avait aussi quelque chose de cette profondeur, de cet état intérieur, et je ne savais pas quoi lui répondre jusqu'au moment où je lui dis, il est probable que ça m'est arrivé. Certainement, quand je pense à l'état de notre planète aujourd'hui, et que je trouve ces trésors qui ne sont rien. J'écrivais l'autre jour, c'est la mort qui m'a permis de vivre. On parle de bois mort, de feuilles mortes. On voit des gens en moto qui roulent dessus à toute vitesse. Parfois, ils disent, arrêtez, arrêtez, vous roulez sur du sacré. Et ramasser ces petits bois-corps a donné naissance probablement à un moment où, je parle de la découverte de la forêt de Soigne, alors à Bruxelles, Paris, Londres, Bruxelles, où je ne connaissais pas grand monde, la forêt de Soigne, ces arbres, est-ce qu'il n'y a pas eu tout d'un coup dans mon esprit ou dans ma mémoire une superposition de ce marronnier magnifique et de cette forêt de hêtres qui m'a tellement... J'ai basculé vers le sol et le premier bois-corps était là. Alors, miracle supplémentaire, j'avais dans ma poche le premier petit visage en mie de pain. Évidemment, le moment Ouais. était prémonitoire. Et alors, vous viviez tous les deux chez Simon Duchâtel, dans un endroit un peu fou. Oui, oui. Est-ce que ça a eu une influence sur vos travaux à l'un et à l'autre? Certainement. Oui, bien sûr. Moi, On avait- du haut de mon studio, parce qu'on Ah, on avait chacun nos ateliers. Il avait son atelier Oui. et après ce qui est devenu sa fondation, qui Oui, est oui. extraordinaire Je m'en et souviens qu'il a très bien. replacé maintenant en France. Moi, du haut de mon studio, je le voyais arpenter le matin et je me dis, ah, Yéfan est en chasse là. Il va nous rapporter quelque chose. Et alors, il parlait par un hasard, il y a certainement pas un hasard de ce petit personnage, de la tête qu'il avait dans sa poche. Et quand, une fois de plus, quand j'étais en voyage dans les contrées de l'Himalaya et que je travaillais sur les réfugiés tibétains, j'assistais à des offices où ils chantaient le Om. Et je me suis dit, mais ces visages, il y en a qui disent, est-ce qu'ils crient? Non, ils font la vibration interne à la terre. C'est le Om Mani Padme Hum. Et chaque fois que je revois tes visages, mais chaque fois, moi je suis parti dans des voyages et tu rejoins souvent des civilisations, Dieu sait, à protéger. Et dont je me sens certainement très proche. Ah, ça c'est sûr. Alors, Et en plus, chez Simon, il y avait des forêts sacrées, ah oui, bien sûr. d'objets Oui, oui. cultuels, Bien tout sûr. ça. Un personnage auquel je rends hommage parce que sans lui, rien n'aurait été possible. Ouais. Ouais.
certainement. Et alors, la découverte de la forêt de soigne a été... Alors ça a été Un choc. Oui, un choc, à tel point que j'ai décidé de quitter Londres. Et pourquoi cette forêt-là? Alors, pourquoi tout simplement parce que j'étais venu à Bruxelles pour quelques heures, pour l'anniversaire d'une amie, et j'ai découvert cette forêt, qui était là. Alors, est-ce qu'il y a ce côté... Les rencontres avec les êtres humains fondamentales, essentielles, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la rencontre de ce critique d'art Max Wright Joyce à Londres, qui écrivait dans le New York Herald Tribune. Un soir, une amie m'invite à dîner, avec très peu de sous, me dit « Je peux vous offrir quelque chose ?» Oui, allons dans un petit restaurant de quartier, on s'installe. Je parlais un anglais très étrange. Et puis le voisin de table, monsieur, me dit oh, je vous ai entendu parler, vous avez fait de la sculpture. Je dis oui monsieur, je fais des sculptures à Paris. Enfin j'essaye de commencer un travail de sculpteur. Alors ça m'intéresse beaucoup, je vais venir voir qu'est-ce que vous faites. Sans réfléchir une seconde, je lui ai donné mon adresse, qui était une petite chambre dans une maison que je partageais avec des amis. Et puis rentré à la maison, mais j'ai rien à lui montrer. Tout est à Paris. Alors, j'ai acheté un sac de plâtre, du fil de fer, j'ai fait 3 pièces pendant la nuit, probablement très mauvaises. Et ce monsieur vient, très british, très anglais, très... Il regarde, ouais, yes, interesting, yes. I will tell you, I will give you some news later. Oh, merci beaucoup, monsieur. Oui, très bien. Donnez-moi des nouvelles. Et puis le téléphone. Vous dites, voulez-vous une exposition au mois de novembre prochain? J'ouvre une galerie en plein Londres. Si vous la voulez, vous avez un camion, vous allez à Paris chercher votre travail, vous faites l'exposition. L'exposition se fait. Ah oui, c'est... Jusqu'au jour où il me téléphone et me dit, monsieur, vous avez un article fantastique dans le New York Herald Tribune écrit par monsieur Max Wright Joyce, qui est un de nos meilleurs critiques d'art. Je téléphone à ce monsieur Max, qui vient à la maison. Je le reçois avec difficulté parce que c'était un peu précaire. Et il me dit, vous savez, j'étais très touché par votre travail, parce que mes meilleurs amis à Paris, c'était Constantin Brancusi, Osip Zadkine, et mon professeur de sculpture était Germaine Riffier. Oui. Beau trio, beau trio. Magnifique. Ouais. Ah oui, c'est... Et bon, quand vous avez rencontré Yefan, il vous a parlé un peu de tout ça, comme il nous en parle si bien Oui, ce bien matin. sûr. Oui, oui. Avec la même joie. Donc, Ah. c'est toujours peut-être cette joie des origines. Il y a un élément qui est quand même intéressant dans ce que Yefan développe. C'est cette verticalité qu'il a introduite avec l'arbre de l'enfance. Donc, cet arbre visible de la chambre, de la Oui. fenêtre de sa chambre. Et cette position alitée, puisqu'il a eu une période où il était souffrant. Et donc cette combinaison d'horizontalité et de verticalité, je crois, est fondamentale chez lui, parce qu'elle fait carrefour, en fait. Et de ces carrefours inconscients, on le retrouve aujourd'hui en Charente-Maritime, avec l'estuaire, ce dégagement, cette autre respiration. Hein, on est dans un environnement tout à fait différent. Mais si on le scande par rapport à son chemin, on l'a eu à Long Island. Donc c'est cet appel de l'océan, cette eau, qui est nourricière en fait. Et donc de son inscription, parce qu'il inscrit le monde, comme il inscrit ses proches, je crois qu'il y a beaucoup de décodage à faire. Les lieux sont toujours à la fois, ils se posent en lui, mais il y a une dépose. Donc c'est quelque chose qui vient faire des strates et qu'il recompose après à sa manière. Vous avez, Yefan, une sensibilité très avivée, mais je pense que l'environnement doit la nourrir aussi. Est-ce que, par Oui. exemple, le fait d'habiter près de chez Simon,
c'est Boli, du Mali. Est-ce que ça a eu une influence sur vos ours? Je ne l'avais jamais vu. Ah oui, Alors, on m'en a parlé après coup. parce que c'est Plusieurs incroyable personnes, la parenté qu'il y a. J'avais jamais vu ces drôles d'animaux étranges où on ne sait pas très bien où est la tête. Oui, oui, Très impressionnant et qui transportent tout ce sacré, cette Oui, magie oui. de l'Afrique. Non, les ours, alors la forêt est encore à l'origine des ours. C'était après une grande tempête. Et comme presque tous les jours, je suis parti à travers l'étang de Boisfort, entré dans la forêt de Soignes, et j'ai vu un troupeau d'ours. Les arbres avaient été arrachés par la tempête. Je ne voyais que des souches immenses qui me donnaient l'impression de voir d'énormes animaux. Ah oui. Et comme il est probable, et même certain, que quand j'étais petit, je rêvais de ces animaux. Des éléphants, des ours. Des mammouths. Oui, et je me suis dit, voilà. Alors, après, il faut trouver, et c'est toute l'ambiguïté de la sculpture ou de la peinture, de ces métiers, comment trouver le moyen d'exprimer ce qui est ressenti loin. Alors aujourd'hui, on fait tout, notre civilisation fait tout pour vous empêcher de descendre dans ces mondes intérieurs. Ah oui, c'est là. Aujourd'hui, c'est la vacuité qui Voilà, gagne exactement. partout. Et il fallait que ces ours apparaissent. Alors, j'ai trouvé, peu de temps après, en suivant les bûcherons, les museaux, qui étaient ces excroissances, ces loupes qui sont sur les Ah troncs, oui, qui étaient coupées Oui. sur chaque tronc. J'ai ramassé les museaux et le corps de l'ours est apparu avec de la terre, des feuilles oui. et des branches et des ficelles. C'est comme ça qu'ils sont... Est-ce que ces sculptures que vous faites, ça vous prend beaucoup de temps? Est-ce que vous avez une idée préconçue ou bien vous partez avec de la terre ou avec des feuilles ou quoi et puis vous assemblez? C'est comme le résumé de mon existence est un laisser-faire. Ça se fait. Alors évidemment, et parfois, il y a eu une période où j'ai été un peu angoissé en me disant, et demain matin, si ça ne marche plus, mais ça se fait. Et je suis moi-même, alors en feuilletant ce livre encore plus, surpris de revoir certaines choses. Comment est-ce possible? Il n'y a pas d'explication. À partir du moment où on essaie d'expliquer ou parler de son travail, les choses s'écroulent. On peut raconter des histoires, ce que j'aime beaucoup faire avec les enfants. Oui. Ah oui, avec les animaux, le bestiaire. et Le tout bestiaire. ça. Alors, je peux vous raconter Oui. l'histoire du bestiaire. Oui. C'était une amie qui me téléphone un jour à Jolimont. Vous étiez probablement au-dessus en train de travailler des photos. Et Yéphane, est-ce que je peux venir demain à ton atelier avec une dizaine de petits-enfants? Je dis, oh, oui, bien sûr, certainement. Mais je dois te prévenir, ils sont non-voyants. Ah. Bien écoute, l'émotion était grande. Venez. Et alors, vous vous souvenez, il y avait cette grande allée qui descendait par la grille. Et le lendemain, ils apparaissent et montent avec cette jeune femme. Ils entrent, s'installent. Et puis j'avais une certaine appréhension, je me disais, mais est-ce que je dois... Et puis je me suis mis à leur parler comme à des grandes personnes voyantes. Ils étaient là. Ils écoutaient. Ils comprenaient peut-être mieux que certains visiteurs d'exposition. Ils ressentaient les choses. Jusqu'au moment où un poids fantastique arrive, les portes s'ouvrent, un coup de vent phénoménal, et des quantités de petits morceaux de marronniers entrent et se déposent à leurs pieds. Je dis, voilà, regardez, il n'y a même plus besoin de sortir, le vent apporte tous les éléments nécessaires au travail. Et je me suis mis à fabriquer la première petite bestiole que j'ai posée sur une table. Ouais. Ah, grand silence. Et puis le moment où on vient de se dire au revoir, les enfants s'en vont, descendent la grande allée, j'essaie de leur dire au revoir, arrive à la grille, et puis soudain, une agitation étrange, tout le monde revient. Et cette jeune femme me dit, oh Yéphane, je suis désolé, mais Antoine a mis la petite bestiole dans sa poche. Je dis, mais c'est merveilleux. Mais tu as très bien fait de la prendre.
Et j'ai vu cet enfant pleurer de joie. Il n'avait pas remarqué le geste, Oui. mais il avait emporté. Et depuis, c'était en quelle année, je ne sais plus, je n'ai pas arrêté de fabriquer des petits étranges petits animaux comme ça, dont on a fait un petit livre pour les enfants et pour les grandes personnes. Et le passage de Soigne en Gironde s'est fait naturellement, Tout à fait. parce que c'est... Ah, oui, il s'est fait naturellement, à tel point qu'aujourd'hui, alors j'ai une étrange sensation, c'est que je ne ressens aucun espace géographique. Vous savez, les Indiens traversent la forêt. Oui. Est-ce qu'on revient en arrière? Où va-t-on? Oui. Est-ce que c'est le bord du monde? Qu'est-ce qu'il y a après? Ouais, c'est ça, le monde que vous créez est un monde du bord du monde. C'est le bord du monde. Et alors, nous sommes arrivés sur l'estuaire de la Gironde, j'ai trouvé cette maison, et la première fois qu'avec Fafi nous avons été sur ce bord de Gironde, il y avait une brume extraordinaire. On ne voyait rien. On entendait un brouhaha d'oiseaux, de vagues, de vent. J'écoute. Des orgues de mer. Et puis le lendemain, nous sommes revenus, eh bien les orgues étaient déposés sur le sable. Et il y a justement dans ce livre une page consacrée aux orgues de mer. Jean-Dominique, la fabrication de ce livre a requis, je crois, beaucoup de travail. Un travail de la photographie, un travail de la mise en page. Ça s'est fait avec plaisir. Oui, mais c'est toujours un bonheur. Hein. Avec Yefan, j'ai juste à capter ce que lui offre. Et je dis toujours dans son travail, en dehors de ce dont je parlais tout à l'heure, du sacré et du rituel, il y a aussi l'émotion et il y a le fait qu'il donne énormément. Et on en a souvent parlé. Je crois qu'on vient aussi d'une époque unique dans l'humanité, c'est d'avoir vécu les années 70 avec cette ouverture dans le monde. 60 déjà. Comment? 60 déjà. 60, mais moi étant Oui, un peu ah plus... oui. Donc moi c'était plutôt les années 70, Oui. où on avait cette ouverture au niveau de l'art. On faisait les choses gratuitement. Quand j'en parle à mes enfants, que j'ai été voir des concerts des Rolling Stones ou des Pink Floyd gratuitement, ils me disent « Papa, gratuitement ». Eh bien si, Oui. c'était comme ça. Ah et oui. souvent on en parlait avec Yefan. Et je crois que ça nous a forgé cette espèce, on donne et on reçoit. Oui. Aujourd'hui, on donne, c'est pas certain qu'on Ah oui, reçoive. oui, Et ça, c'est un grand bonheur parce qu'il ne s'est jamais écarté de cette philosophie-là. Et je crois que les gens sensibles le ressentent encore plus aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans un monde de fermeture alors qu'il est dans un monde d'ouverture. Oui. Et ça, c'est la grosse différence. Donc, ce livre a été fait avec un bonheur incroyable. Et j'aimais bien parce que j'ai pu retourner au sein de la forêt de Soignes. Quand je parle du sein de la forêt de Soignes, c'est d'être au ras. Et là, on parlait des enfants. On en a parlé d'ailleurs. Je me suis mis au niveau des enfants. Qu'est-ce qu'un enfant voit encore aujourd'hui des feuilles? Comment est-ce qu'il les ressent? Et ça a été un bonheur de parsemer ces feuilles de la forêt de Soignes et alors de ces arbres cathédrales. Hein, c'est des cathédrales. On est dans une hêtraie. Donc, ce sont des arbres très particuliers qui montent. Est-ce que ça vous a influencé, les êtres? Alors, une des premières sculptures, d'ailleurs, qui est, je crois, dans la mairie de Watermal-Beaufort, c'est les nomades cathédrales. Ah oui, oui. Oui, évidemment. Et puis, d'autant plus que l'une des premières expositions qui avait été, à laquelle j'avais pu organiser en Angleterre était dans la cathédrale de Coventry. Donc j'ai toujours été souvent suivi par des demandes d'exposition dans des lieux sacrés comme ça. Et évidemment, la forêt, ce lieu magnifique, incroyable, qui donnait tout. Et tout est là. Tout est là. Alors, je dis aux enfants, mais pourquoi vous allez dans des boutiques acheter toute cette espèce d'appareil pianotant là? Tout est devant vous. T'as qu'à observer. C'est la magie permanente. Comment ça se fait? Comment ça marche? Oui, c'était, je ne sais plus quelle, La Fontaine qui arrivait toujours en retard à ses déjeuners parce qu'il restait en extase devant une fourmi. Ben, on fait ça tous les jours. Tous les jours. Eh oui. Mais depuis la conversation, est-ce que vous avez l'impression qu'ici, on reconstitue un peu la conversation que vous avez pu faire? Oui, en partie, mais C'était une longue maturation, je crois, cette conversation. c'était une maturation un peu désordonnée. Ouais. Bon, je suis
en partie responsable, mais ça c'est pour l'anecdote. J'ai un rapport au temps très élastique et souple, mais je voudrais essayer de faire un tour de tout ce qui se dit par rapport à la combinaison des échanges. Dans le cadre de la foire du livre, là, je fais un clin d'œil appuyé au livre de Nastasia Martin, Croire aux fauves. Et quand on lit Croire aux fauves, donc c'est une anthropologue qui va dans la région du Kamchatka et qui, par bonheur, hein, je dis bien par bonheur, est en confrontation physique avec un ours. Et elle en réchappe. Défigurée, hospitalisée, mais elle en réchappe, elle survit. Et elle explique que dans les croyances du Kamchatka, la personne qui survit est appelée une mietka, et donc acquiert un statut de demi-dieu. Et je crois que chez Yéfan, enfin chez des êtres comme ça qui savent dialoguer, entrer en dialogue, et prendre à la fois l'âme et l'intégrer en soi, on entre dans cette combinaison d'échange, de partage, mais après de diffusion. Parce que si on entend bien ce qui s'est dit, moi je n'entends pas Yéfan parler de lui. Il parle de lui, mais à travers toutes ces choses qui le constituent. Et donc évidemment, il y a son chemin, il y a sa détermination d'être créateur, ça c'est d'évidence, mais il souligne à chaque fois combien il interroge la fourmi, mais aussi, je crois, même dans un parcours éditorial, l'éditrice, il interroge l'imprimeur, il se demande quelle encre on va utiliser, et donc rien n'est peu important. Tout prend une place qui mérite d'être mise en chantier, en questionnement. Ça peut être très torturant. Oui. Donc toute cette torture, on l'a un peu filtrée dans la conversation, mais elle est là, elle est digérée, et je crois que c'est ce qui fait aussi l'apanage du créateur, c'est que ce monde est extrêmement souffrant et pervers. On a atteint une sorte de perversité quand même du rapport à l'autre. Et si on n'avait pas les artistes, si on n'avait pas tout ce degré de retransmission de ce qu'on vit, qu'est-ce qui nous reste? Ah ben, sans l'art, il n'y a Qu'est-ce qui plus nous rien. reste? Donc il faut se battre pour cette foire du livre. Nos politiques ne s'en rendent pas du tout compte. Il faut que les livres vivent, il faut que les artistes vivent. Je crois que c'est l'essence même, enfin j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais c'est l'essence même du discours de ce qui peut rester. Je me souviens des expositions que tu avais montées à Tourine-la-Grotte, chez les Séverins, dans leur cave voûtée. Oui, dans la bergerie. C'était des grands-messes. Hein. Oui. Alors là aussi, il y a avait de la musique aussi. Une belle histoire qui rejoint encore les enfants. C'était une toute petite bergerie dans laquelle on avait mis un immense triptyque, qui est maintenant au musée d'art moderne d'ailleurs, sur lequel il y a à peu près 500 figures, et un personnage ailé au milieu. On avait mis la 3e symphonie, je crois, de Goreski. Un petit banc, et les gens entraient à 2, à 3. Et je me souviens, il y avait 800 personnes dans la neige qui faisaient la queue, qui montaient vers cette ferme pour pouvoir. C'était absolument bouleversant. Et puis arrive le dernier jour, en novembre, très froid, la neige. Simon était là. Et nous étions assis, déjà la nuit tombée, nous étions devant cette petite bergerie. Simon me dit, écoute, voilà, je pense que c'est fini. Voilà, l'exposition c'est terminée. Attends, il y a peut-être encore quelqu'un, j'entre dans la... Oh, surprise! 3 enfants assis, que je vois de dos. Extraordinaire, je ne les ai pas vus entrer. Simon, tu avais des enfants? Non, il y a 3 enfants, on peut pas fermer. Alors on se rassoit. Écoute, voilà, il fait froid, il faut partir, rentrons, éteins les lumières. Alors je rentre, et je me place entre les enfants et le triptyque avec ce personnage volant. Je suis désolé, mais l'exposition est finie, on va éteindre les lumières, je ne sais pas où sont vos parents, si quelqu'un vous attend, mais il faut sortir. Silence. Je vous répète, désolé, mais il faut sortir. Alors il y a un des 3 enfants qui lève la tête comme ça, qui me dit, bon, enfin, c'est pas possible.
Comment c'est pas possible? Mais non, on attend qu'il s'envole. Merveilleux. Merveilleux, Mhm. merveilleux. Mhm. Et bon, là, vous revenez en Belgique pour 2 jours. Oui. Ça vous fait quelque chose ou de quitter la Gironde? Je ne quitte jamais. Pour moi, c'est le même lieu. Et je reviens avec cette idée dont je parlais tout à l'heure, ce lien entre la forêt de Soignes et l'estuaire. Voilà. C'est le même lieu, c'est le même lieu intérieur. Alors peut-être que, si je reviens un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, une de mes grandes difficultés à une certaine époque a été d'accepter et de comprendre que je devais montrer ce travail et le vendre pour en vivre, parce que c'est un métier. Oui. Et je défendrai ça jusqu'au bout de ma vie. C'est un métier. Aujourd'hui, on en fait n'importe quoi. Ça n'est plus de la sculpture, Non. ça n'est plus de la peinture, c'est de la décoration. C'est vrai. Désolé. Mais le métier de sculpteur, vous le portez sur votre dos. C'est comme l'enfant qui portait la forêt sur son dos. Il est là. Et il fallait trouver le moyen de l'exprimer. Alors le lien, à un moment donné, entre ce monde caché, mystérieux, intérieur, et l'ouverture des portes au public, il fallait le faire. Et il est nécessaire parce que là commence le partage. Et commence peut-être l'existence de la sculpture. Est-ce que la sculpture n'existe pas à travers le regard du premier spectateur, du premier visiteur? Évidemment. Voilà. Oui. Et ça n'a pas dû être toujours simple d'attirer un public parce que c'est un art quand même qui est à la marge. Il est tellement nourri d'intériorité Peut-être. que... Oui, Mais alors là, je profite de ce que vous dites pour rendre hommage à une femme extraordinaire qui s'appelait Alexandra Monette, Ouais. qui était américaine, que j'ai rencontrée par hasard peu de temps après mon arrivée à Bruxelles, qui avait une galerie chaussée de Charleroi, qui n'exposait que des Américains. Il y avait Christo, il y avait Lichtenstein, il y avait Rauschenberg, etc. Ouais, pas mal. Calder. Et je me suis installé dans un grenier, premier atelier qu'elle m'avait prêté très gentiment. Je l'ai aidé avec sa galerie, j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré énormément d'amis artistes américains. Jusqu'au jour où elle est montée me voir et elle m'a dit: Yépan, je crois que j'ai une bonne idée et je voudrais t'en parler. Et ça me dit: oui, quelle est cette idée? Alors j'ai fait les Américains pendant des années, à New York, à Bruxelles, à la Nouvelle-Orléans. J'ai envie de faire les Européens aussi. Et ça me dit: oui, c'est une bonne idée. Mais qui veux-tu exposer? Toi. Et c'était la première exposition Ah. à Bruxelles en 78, je crois, si ma mémoire est bonne. Et Rencontre la presse extraordinaire. a toujours bien relayé votre travail. Formidable. Ouais, ouais. Ah oui, ça, j'ai été, oui. Ouais. Vous-même avait non, été non, extraordinaire. pas ça, Si, si. mais- Non, mais c'est un soutien Oui. nécessaire. Il y a un questionnement tout de même, un doute fondamental énorme, tous les jours. Alors, un enfant qui vous dit, oui, l'enfant qui vous dit: dis donc, est-ce que tu voles à l'intérieur de toi-même? Oh, ben on se rend compte, viens, on va aller prendre une orangeade. Mais non, c'est formidable, une chose pareille. Et vous écrivez un texte merveilleux, donc magnifique, quel encouragement, quel partage, merci. Non, c'est-à-dire que je pense que la presse est nécessaire parce que il n'y a plus de relais sinon. Et aucun, Il n'y a plus de aucun, relais. aucun. Voilà, c'est ça. Et Jean-Dominique, avec ses photos, a bon, on a partagé oui, parce que des- vous avez fait oui. combien de livres ensemble? Plus d'une dizaine. Ouais. Oui, on a fait plusieurs livres. Mais j'aimerais bien dire juste un petit mot, c'est qu'on ne résume pas l'œuvre de Yéphane de Villiers. C'est 2 mots qui sortent de ça, c'est magie et poésie pour moi. Ouais. Et c'est ça qui touche les gens Là, je aujourd'hui. crois que c'est une bonne fin parce qu'on est invité à se taire.